Bonjour à tous, merci de votre participation à cette 6e édition du Congrès des DAF, cette année digitalisée. La révolution numérique s'incarne dans les années 2000, c'est la 4e révolution industrielle. On est parti depuis la machine à vapeur, en passant par la fée électricité, à l'informatique, et la révolution digitale va s'incarner à partir des années 70 avec les progrès fulgurants de l'informatique, la création du microprocesseur et des mises en réseau. Ensuite, 83. C'est Internet et la découverte du protocole TCP/IP qui fait son apparition avec la même année le téléphone mobile. Dans les années 90, c'est le smartphone. Dans les années 2000, c'est la démocratisation d'Internet avec le haut débit. Et 2010, avec les phénomènes du big data, nous permet de nous retrouver confrontés à Internet qui fait exploser la frontière entre la vie privée et la vie publique. Mais 2015 constitue une date significative, avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle et la technologie du deep learning qui permet à la machine de pratiquer une forme d'auto-apprentissage et de dépasser ensuite la programmation humaine. Aujourd'hui, nous nous trouvons donc dans une société qui est dématérialisée, digitalisée. Nous avons dans nos mains, dans nos sacs, des écrans, nous consommons en ligne, l'argent est démonétisé, la vie se digitalise. Nos enfants qui seront nés après 2000, ce sera la génération C pour connecter, couplée d'Y et Z, ils n'auront connu que cela, et l'ère numérique constitue pour l'humanité une évolution fondamentale. Alors, nécessairement, la digitalisation impacte tous les champs de la société et donc aussi le travail, qui nous occupe tous de différentes façons dans nos vies quotidiennes. Alors la digitalisation et le travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le choc de la digitalisation a obligé bon nombre de métiers à évoluer pour éviter de disparaître. On l'a constaté depuis une trentaine d'années, beaucoup de métiers ont dû évoluer. Et aujourd'hui, on consomme en ligne, beaucoup de métiers se sont transposés pour fonctionner à travers de plateformes numériques. On avait commencé à voir ce phénomène de façon significative à travers notamment le phénomène Uber pour les transports. D'autres métiers ont ainsi évolué. On peut même aujourd'hui faire de la médiation en ligne. Vous avez même des plateformes politiques pour avoir accès à vos élus locaux. Et même l'amour se fait par Internet, par les sites de rencontres. À côté de ça, la digitalisation a aussi comme contrepartie le déclin de certains métiers, à l'évidence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le développement de la robotisation, des compétences de l'intelligence artificielle, on va avoir le déclin de certaines compétences qui étaient recherchées avant. Par exemple, tous les métiers avec beaucoup de dextérité manuelle, d'endurance, de précision, mais également certaines professions intellectuelles où on misait beaucoup sur la mémoire, les capacités verbales, motrices, auditives, et même dans des fonctions plus générales de gestion des ressources financières, humaines et matérielles, on va avoir un déclin ou un déplacement de ce que l'on va rechercher en termes de compétences. Vous l'avez constaté cela dans votre vie quotidienne. On avait, il y a plusieurs années, toujours l'habitude d'aller à la banque, voir son employé de banque, passer à la caisse et de saluer la caissière ou à la station-service pour faire de l'essence et dire bonjour aux pompistes. Ces métiers sont en déclin, vous l'avez remarqué maintenant. Les banques, ce sont des hubs qui sont ouverts H24 avec un joli néon lumineux. On n'a plus d'employés de caisse. Les bibliothécaires également ont vocation à disparaître, les archivistes, autant de métiers, et même les comptables, dit-on, puisque maintenant l'intelligence artificielle et les machines, vous comptez plus vite, classez plus vite. Mais à côté de cela, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est un champ nouveau qui s'ouvre avec la digitalisation, et également l'émergence de nouveaux métiers et de nouvelles compétences. Pour cela, évidemment, on va devoir s'adapter, et déjà le droit du travail s'adapte avec les évolutions et les dispositions en matière de formation, d'aide à la transition. Parmi les compétences que l'on va plus rechercher davantage à l'ère de la digitalisation, on va souhaiter que les personnes soient en mesure d'avoir une pensée davantage analytique, qu'elles aient la capacité d'apprendre, de réapprendre, de suggérer, d'innover et de faire preuve d'esprit de créativité. L'ère digitale voit donc l'apparition de nouveaux métiers et même de métiers qui n'existent pas encore, que nos enfants ou nos petits-enfants occuperont plus tard. À titre d'exemple et de façon non limitative, vous avez maintenant les ingénieurs en intelligence artificielle qui ont le vent en poupe, mais aussi les web marketeurs, les data scientists, les géomaticiens, les consultants en e-réputation et même les coachs de machines. À côté de ces innovations,
puisqu'il s'agit aussi de parler du travail dans la vie de tous les jours. Les modes de travail, les modes d'organisation, de relation au travail vont évoluer, tout comme l'a été les modes et les habitudes de consommation. En effet, dans le monde digital interconnecté, le partage de l'information ne se fait pas de la même façon. Nous avons accès à nos données partout dans le monde maintenant, H24, en temps réel. Les machines même sont mises en réseau, les usines sont interconnectées et communicantes. On a à l'échelle mondiale un flux d'informations croisé et très très volumineux. Alors, pour parler du travail, cela a aussi des conséquences en termes de management. On ne va plus manager de la même façon, de façon très classique et traditionnelle, très verticale. On va envisager certainement dans les modes d'organisation un management plus horizontal avec des multiconnexions croisées. Et cela d'ailleurs est plus adapté aux générations Y et Z qui sont actuellement sur le marché du travail. Vous avez aussi dans cet écosystème et dans cet environnement une évolution du statut du travail. Traditionnellement, le mode de travail était le salariat. Mais ce procédé aujourd'hui a évolué. On voit depuis plusieurs années une évolution du nombre d'indépendants. Ce statut s'est beaucoup affirmé et développé. Aux États-Unis, il est très très répandu. On a presque 40% de la population. Les projections nous amènent à 50% dans les années à venir, à l'échéance 2027. En France, en Europe, on était sur une autre tradition, un peu attachée traditionnellement au contrat de travail, mais encore une fois, on voit que les choses bougent. Et dans les derniers chiffres de l'INSEE, 12% de la population sont des indépendants, mais cela va encore évoluer. Et les modes de travail et les statuts juridiques du travail vont donc évoluer. On a un regain d'intérêt contraint ou forcé pour le statut d'indépendant à cause des externalisations, de changement du mode de consommation avec les plateformes d'intermédiation, le développement de l'auto-entrepreneuriat, mais aussi sur certains aspects un peu moins réjouissants, la précarisation aussi de l'emploi qui pousse beaucoup de salariés de CDD en CDD, finalement, parfois à vouloir s'installer à leur compte. Vous avez également à côté de cela des tentatives d'innovation pour inciter les personnes à travailler autrement. Et je pensais ici au portage salarial, qui est un régime juridique un peu hybride que connaît le Code du travail et qui permet d'envisager une relation tripartite entre une entreprise de portage, un salarié et une entreprise qui bénéficie des prestations. C'est encore un mode un peu spécifique avec un profil particulier de salariés et dans certains secteurs. On voit qu'il s'agit souvent des salariés qui ont un profil de cadre avec des études supérieures, qui se positionnent sur des secteurs spécifiques d'expertise, de conseil, de formation et qui souvent sont dans une tranche d'âge quand même un peu assez avancée au niveau de leur carrière, entre 50 et 60 ans. Ce marché est encore un peu confidentiel, mais en pleine croissance, puisqu'on considère que déjà en France, c'est un marché d'1 milliard d'euros par an, qu'il y a à peu près 300 entreprises qui gravitent dans ce secteur et que ce mode est amené à se développer avec justement l'évolution du mode du salariat traditionnel vers d'autres façons de travailler. Mais la digitalisation, lorsqu'elle se confronte au monde du travail, c'est aussi, de façon plus ordinaire au quotidien, adapter la relation à l'autre, la relation au quotidien du travail. Et cette année 2020 est très particulière. Nous l'avons tous vu avec l'impact de la crise sanitaire et ces mesures inédites que toutes les entreprises ont dû prendre pour réagir et faire face à la crise. On a connu un essor du télétravail. Le télétravail est déjà traditionnellement une disposition qui figure dans le Code du travail, mais elle était conçue plutôt comme une exception au contrat de travail. Mais au jour d'aujourd'hui, on comprend qu'avec ce contexte très particulier, nous allons évoluer. Et sur un mode qui était une exception, on arrive dans beaucoup d'entreprises à considérer maintenant que le télétravail sera un mode d'organisation du temps de travail à part entière. Alors, sur ce point, peut-être une petite comparaison qui peut être significative avant d'aller peut-être plus en détail sur les questions que vont poser télétravail et digitalisation. Vous avez aux États-Unis, par exemple, 30% de télétravailleurs déjà, habituellement. C'est un peu plus qu'en France où on estime qu'on est à 10 à 20% d'entreprises classiquement qui travaillaient déjà de cette façon. Mais il est fort à parier qu'avec le contexte et la crise sanitaire actuelle, cette proportion va augmenter. Et des derniers sondages, par exemple, aux États-Unis, 80% des entreprises indiquent qu'elles vont continuer à télétravailler en tout ou partie. Mais en toute hypothèse, au niveau qui nous intéresse, le télétravail pose un certain nombre de questions ou de défis. On va se retrouver avec une forme de nomadisme numérique,
avec des informations qui vont devoir être accessibles et partagées davantage avec tous les télétravailleurs, là où ils seront. Donc une démultiplication des sources d'exploitation des données, de transmission des données. Cela veut dire un risque accru et un enjeu accru de sécurité et d'anticiper les risques de fraude, de piratage, de virus. Mais également, le télétravail implique de réinterroger les fondamentaux du Code du travail. Comment est-ce que, manager dans les entreprises, vous allez apprécier l'évolution des risques psychosociaux, comment les anticiper? Parce qu'en effet, le télétravail, cela implique, pour beaucoup de personnes qui sont dans cette situation, une hyper-sollicitation, une hyper-connexion, partout, en tout temps. Ça veut dire que des derniers sondages qui ont été faits avec un échantillon de télétravailleurs français après la période de confinement ressortent de façon assez convergente l'expression pour la moitié des sondés d'une charge mentale plus forte avec un flux sans discontinu de mails, d'appels, de messages, donc un risque de saturation accrue, ce qui implique une baisse de motivation, donc d'efficacité. Sans compter pour certains le manque d'interaction sociale, le manque d'interaction humaine, ce qu'on fait le matin, qu'on se salue, qu'on va partager un café à la machine à café. Donc un poids accru de la solitude pour certains, parce qu'effectivement tout le monde n'a pas vécu de la même façon, dans les mêmes conditions, le confinement. Donc le contexte implique aussi d'intégrer ces nouvelles données. Et par voie de conséquence, cela implique d'adapter la façon dont on va exercer le pouvoir de direction. En télétravail, nous ne sommes pas dans les mêmes locaux, on ne va pas forcément raisonner de la même façon. Et ce qui ressort beaucoup également des sondages et des échanges, c'est que plutôt qu'un hyper-contrôle, on n'est pas dans des hypothèses de géolocalisation ou de contrôle par caméra, au contraire, les salariés font valoir la nécessité peut-être de devoir adapter les modalités du pouvoir de direction pour favoriser l'autonomie et la confiance. Et cela n'est pas paradoxal, favorisera davantage l'implication et la productivité. Donc effectivement, télétravail à l'ère digitale avec cette gestion des équipes et de l'information, ça implique de trouver des solutions aux nouveaux enjeux. Et parmi ceux-là, il y a effectivement l'importance de considérer que la déconnexion et le droit à la déconnexion doit être respecté et favorisé, aider à réguler les temps de travail, à respecter les temps de récupération. C'est important pour maintenir les équipes en forme et motivées. Mais également sur les aspects sensibles et les aspects de relations humaines, maintenir les équipes à distance, peut-être aider les salariés à être associés davantage au système d'organisation, organiser des temps d'échange informels par des bureaux virtuels. Tout cela fera partie des nouveaux outils ou des nouvelles propositions pour les managers d'aujourd'hui. Car il est fort à parier que la situation durera et que nous continuerons à télétravailler encore un peu en 2021. Je viens de vous parler de digitalisation. Vous avez compris son impact essentiel, mais il faut comprendre que la société s'est accélérée et nos activités sur ce mode-là parce que c'est l'intelligence artificielle qui a permis le développement de la digitalisation avec les succès et les progrès fulgurants de ces technologies. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, de quoi parle-t-on dans nos sociétés numériques et digitales? En fait, je me plais à dire que l'intelligence artificielle, c'est une vieille dame, en fait. Elle est septuagénaire, parce que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il faut remonter, en fait, aux années 50. Il faut remonter aux années 50, au test de Turing, qui était un des premiers pionniers en la matière, et qui considérait ceci, pour dire s'il y a une forme d'intelligence dans une machine, si on est sur une véritable intelligence artificielle. Il avait mis en œuvre un test. Il avait considéré que ce test était un test d'échange, d'interaction de la machine avec l'homme. Et ce test était, sur un temps d'à peu près 5 minutes, un humain, à l'aveugle, va être confronté à un échange, à une conversation avec 2 personnes, une machine et un autre être humain. Et si cette personne ne parvenait pas à distinguer qui de l'humain ou qui de la machine, alors le test était réussi. Donc l'intelligence artificielle, dès les années 50. Mais de quoi parle-t-on? Il est important de faire un petit focus sur les aspects techniques pour comprendre ensuite le déroulé et comment on arrive à ces progrès fulgurants. Vous avez l'équation intelligence artificielle égale données plus algorithme.
Les données, on en parle tous, c'est aujourd'hui la valeur économique, ce sont les informations qui sont utilisées par les programmes, ce sont les datas. Et on va les traiter par le biais d'algorithmes, qui sont des programmes informatiques qui vont permettre d'effectuer un ensemble de commandes pour aboutir à un certain résultat. Mais quand on parle d'algorithmes, encore une fois, autant l'IA, c'est une vieille dame, les algorithmes, c'est une notion mathématique qui remonte au IXe siècle avant Jésus-Christ, et on les doit aux mathématiciens perses. Donc l'intelligence artificielle, c'est une programmation informatique qui accomplit des tâches effectuées par les humains. L'idée, c'est que l'intelligence artificielle puisse accomplir des tâches que font les humains et de façon plus rapide, plus massive et peut-être aussi plus performante. Et la donnée étant l'ingrédient de base, vous comprenez aussi aujourd'hui les enjeux du traitement des big data, ces mégadonnées polymorphes, mais qui vont être caractéristiques par leur traitement en volume, leur vélocité, donc rapidité, et aussi leur variété. Donc le big data va associer deux types de technologies, les technologies de stockage et de traitement, et cela est la base et la ressource et la matière de l'intelligence artificielle, ce qui va être traité par les algorithmes. Alors, petit aparté, on comprend que dans le contexte actuel, il y a un enjeu économique accru et que l'on s'énerve beaucoup autour de la 5G et des quotas et de l'accès à la 5G. Vous avez également, je voulais l'évoquer, le fonctionnement en blockchain qui est le vecteur, j'allais dire, pour pouvoir fonctionner dans cet environnement avec la technologie qui est dédiée. Je vous laisserai vous y plonger davantage. Je voudrais avancer un peu notre propos autour de ces questions. Des sondages qui ont été faits juste après le confinement et d'une façon plus générale aussi un peu avant autour de l'intelligence artificielle ressort en tout cas en France beaucoup d'angoisse des Français qui voient ça là peut-être comme une concurrence, un risque pour les emplois. Alors, ce n'est pas perçu de la même façon dans le monde, ni en Chine, ni aux États-Unis. Ça dépend certainement de la façon dont on présente les choses. Mais en tout cas, il y a une angoisse qui peut être aussi légitime parce que certains se disent, mais concurrence, ça veut dire que les robots et les programmations vont permettre de faire disparaître, vont avoir comme conséquence de faire disparaître certains métiers. C'est une des questions. Alors, on peut s'interroger. Donc, moi, je voulais partager la question avec vous. Concurrence ou complémentarité ? Parce qu'effectivement, quand on voit l'émergence de l'intelligence artificielle, il faut rappeler qu'à la base, on se place dans le domaine du jeu. Au début, beaucoup se disaient c'est encore de la science-fiction, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, on n'y est pas encore, sauf que le tempo commence vraiment à compter en 1997, quand vous avez le Deep Blue d'IBM qui va battre Kasparov, le champion du monde incontesté aux échecs. Et ensuite, là, on prend encore une accélération. 2015-2016, AlphaGo, mise au point par Google DeepMind, va battre au jeu de Go les meilleurs joueurs au monde. Et là, c'est très innovant parce que AlphaGo a été développé avec cette fameuse technologie de deep learning où la machine est capable d'apprentissage et d'un auto-apprentissage autonome et aller même au-delà de la programmation qui aurait été faite par l'homme. Et c'est à partir de cette période 2015 qu'on voit une accélération des technologies, de l'efficacité et de la performance de l'intelligence artificielle. Donc, beaucoup de questions. Dans nos métiers du droit, par exemple, quid du robot et de la machine ? Vous avez eu un test très significatif aux États-Unis. Concurrence, comparaison. Parmi les meilleurs avocats d'affaires et un programme d'intelligence artificielle. Analyse d'un contrat. 30 clauses types de contrat. La machine, 26 secondes. Taux de réussite, 94%. Pour les avocats, pour ses meilleurs confrères, en moyenne, 92 minutes, taux de réussite 85%. Alors là, se pose la question, est-ce que c'est la fin des avocats? Est-ce que la machine a surpassé l'homme? Non, il faut quand même tempérer. Le test ne portait que sur des contrats très standards, des contrats types dont la machine avait été nourrie des milliers et des millions de fois. Il s'agissait d'identifier des clauses et non pas d'aller sur une analyse plus subtile. Est-ce que la clause est claire, obscure? Est-ce qu'elle est subjective? Est-ce qu'elle n'est pas licite? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, la machine sera meilleure que l'homme sur certaines tâches. En même temps, c'est comme si on se disait, est-ce que l'homme peut courir plus vite que la voiture? Non. Il y a des avancées technologiques qui sont des avancées de société. Il faut comprendre les avantages qu'on peut en tirer. Non, la machine peut aller effectivement beaucoup plus vite pour traiter un certain nombre de tâches en volume, en rapidité, en vitesse, pour ensuite aboutir
à des résultats statistiques, à des traitements de données. Par contre, au jour d'aujourd'hui, on a encore besoin de l'analyse humaine, parce que la machine n'est pas capable de faire plusieurs tâches à la fois, d'affiner une analyse, un raisonnement, une stratégie. Mais néanmoins, puisqu'on parle du travail de tous les champs d'activité, on est quand même très surpris par les progrès fulgurants. On pensait jusqu'alors que rester du périmètre et du précaré réservé au champ de l'intelligence humaine, la création et la créativité. Et on voit qu'aujourd'hui, la frontière n'est plus évidente, parce qu'en matière d'art et de création, on voit que maintenant, les meilleurs programmes d'IA vont concurrencer les plus grands maîtres de l'histoire de l'art. En matière de peinture, vous avez des programmes qui, de façon très élaborée et avec un très grand réalisme, vont vous reproduire des peintures, des images à la manière de tel ou tel grand maître. En matière de composition musicale également. Même en jazz, en termes d'improvisation, vous avez des applications qui désormais en temps réel vont répondre à l'être humain qui va jouer. Cela sur la base de la programmation des meilleurs jazzmen. On pensait que la littérature aussi était à l'abri, mais pas du tout. Vous avez maintenant le programme Sherazade qui peut écrire de courtes fictions et s'inspirer des textes qu'on lui aura donnés à connaître, à traiter et à analyser. Watson fait les recettes de cuisine également. Et Deep Dream va vous créer d'immenses images fantasmagoriques. On travaille même sur des algorithmes qui sont censés comprendre les motifs de vos rêves. Donc effectivement, avec ces comparaisons, on peut se demander est-ce que l'IA est une concurrence? Est-ce que c'est une complémentarité? Moi, je pense quand même que c'est un outil formidable et qu'aujourd'hui, dans nos sociétés digitales, il n'est pas pensable que cela avance autrement. Et il faut comprendre que l'intelligence artificielle, dans la plupart de nos métiers, va être un atout et un outil pour pouvoir mieux fonctionner, s'alléger des tâches fastidieuses, répétitives, redondantes, pour que l'humain puisse se concentrer sur des tâches un peu plus complexes, un peu plus subtiles. Ça peut être aussi une aide fabuleuse, on le voit en termes de reconnaissance vocale, de l'écriture, de traduction. Il faut prendre l'IA au jour d'aujourd'hui dans nos métiers comme une aide peut-être de prise à la décision, avec la capacité de traiter des volumes massifs de données que le cerveau humain ne pourrait pas absorber et pour ensuite affiner une analyse prédictive, affiner une stratégie sur des choix. C'est aussi des progrès humains en matière de robotique pour l'aide aux personnes dépendantes, en médecine pour l'aide au dépistage. Le développement de la thérapie génique également procède d'une analyse prédictive en matière médicale. En matière industrielle, on avait parlé tout à l'heure des usines interconnectées, des robots maintenant capables de faire fonctionner l'usine de demain interconnectée et d'assurer la continuité des chaînes de production. Et vous avez aussi au quotidien dans vos vies des objets connectés, depuis l'alarme de votre maison, la machine à laver, le photocopieur, l'enceinte sonore, les tablettes, la montre, les expériences de réalité virtuelle. Donc nous sommes sur une nouvelle ère, comme on disait tout à l'heure, un nouveau mode de fonctionnement de nos sociétés, digitales, virtuelles, en parallèle avec nos vies. Les racines, les ailes, nous et notre individu dématérialisé. Mais dans ce contexte, se pose aussi un certain nombre de questions de société que l'humain doit se poser. L'humain doit garder son esprit critique. Et quand on voit cette évolution, beaucoup de choses se posent. On comprend aisément qu'il faut anticiper le risque de fracture numérique. Fracture numérique, fracture sociale, on comprend aussi que peut-être à un moment, la marche sera plus haute. Et on a parlé tout à l'heure des nécessités de transition, de formation et d'adaptation. On comprend aussi que le mouvement est inéluctable et c'est d'ailleurs un fabuleux enjeu économique. La valeur du marché de l'intelligence artificielle est estimée aujourd'hui au niveau mondial à plus de 17 milliards de dollars. C'est une forte croissance au niveau international, c'est une forte concurrence entre les États, c'est une énorme spéculation boursière sur les marchés financiers. On arrivera bientôt à de la surenchère algorithme versus algorithme. On n'a jamais vu autant de brevets, autant d'écrits scientifiques, autant d'innovations dans la matière. Mais en même temps, il est important de garder son esprit critique. Parce que quand on parle d'algorithme, d'intelligence artificielle, de données, en fait, quel est le produit ? Le produit, en fait, c'est la donnée humaine. C'est tout ce que vous laissez quand vous allez sur Internet, surfer dans votre vie virtuelle. C'est la donnée humaine, pourquoi ? Parce qu'elles sont ensuite utilisées au profit des annonceurs pour influencer la consommation, donc la croissance. Et en fait, c'est un peu terrible à dire, mais sur Internet, quand quelque chose est gratuit, en fait, le produit, c'est vous. Il ne s'agit pas forcément de lutter à contre-courant, mais de comprendre, pour pouvoir peut-être faire un pas de côté et comprendre. Et on comprend mieux dans le contexte que je vous rappelle, parce que ça n'étonnera personne, vous le savez tous, mais c'est bien un moment de
reposer le débat et de prendre un temps de réflexion, on comprend mieux pourquoi le RGPD, on en avait parlé il y a 2 ans, toujours lors du congrès des DAF, le règlement général de protection des données personnelles qui était pris au niveau européen. On comprend presque qu'aujourd'hui, le RGPD arrive un peu tard et en quoi il était indispensable. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, on parle de données personnelles. La donnée personnelle, pour nous en Europe, est importante et elle doit être protégée parce qu'elle se rattache à un individu. Et le RGPD pose la protection des libertés, des données personnelles comme une protection des libertés individuelles. L'individu est son émanation, l'émanation de sa personnalité au travers des données, dématérialisées ou non, qu'il va laisser, et notamment sur Internet, tout ce qui va permettre de le rendre identifié ou identifiable. Son nom, sa photo, son empreinte, son numéro de sécurité sociale, son adresse email, son pseudo, son matricule, l'empreinte de sa voix, tout ça. Et on considère que ces données méritent de la protection, là où aux États-Unis, la donnée personnelle, c'est une donnée commerciale. Or, aujourd'hui, il faut raisonner avec ce paradoxe. Nous avons tous un double informationnel en ligne, un genre d'avatar. Vous avez vos vies dans vos vies actuelles, dans la vraie vie, et la vie virtuelle et la sphère digitale. Vous avez votre autre vous, fait de toutes ces informations que vous avez laissées au fil de vos pérégrinations sur Internet. Donc on comprend mieux les nécessités de protection qui étaient posées dans le RGPD autour des données personnelles, des données sensibles également. Et on comprend qu'avec acuité se pose encore plus fort l'enjeu de la cybersécurité, parce que la société évolue, mais la délinquance aussi. Donc la délinquance se digitalise, elle est de plus en plus créative. La plupart des arnaques maintenant c'est sur Internet, c'est en ligne. Et donc la cybersécurité c'est un enjeu, c'est aussi un marché très florissant. Et encore plus avec le télétravail, pour les raisons qu'on a exposées tout à l'heure. Et à côté de ça, à côté de la protection des données, on a le corollaire de leur usage et de leur utilisation. Au jour d'aujourd'hui, le RGPD considère que l'individu doit pouvoir savoir où vont ses données, donner son autorisation sur l'usage qui en est fait, avoir un droit d'accès, de rectification, et particulièrement sur les données sensibles, dont en principe il est interdit de faire une collecte. Données sensibles qui concernent l'individu, son origine ethnique, ses orientations sexuelles, ses choix politiques, religieux, ses données de santé. Donc on est sur cette idée que l'individu doit être protégé dans un contexte de société digitale et de flux et de transfert de masse d'informations, avec une possibilité de traitement de masse grâce au biais de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, et il est important aussi que ce type de conférence permette ce type d'échange et de réflexion, vous avez une polémique particulière notamment autour de nos données de santé en France, parce que certains d'entre vous l'ont vu passer. Nos données de santé sont depuis l'après-confinement stockées aux États-Unis. Sur la plateforme Health Data Hub du gouvernement, nous avons les données de santé de 67 millions déjà de Français qui sont désormais stockées par Microsoft aux États-Unis. Donc il y a aussi des questions citoyennes de souveraineté nationale en termes de protection des données. Il est aussi dans la doctrine beaucoup de débats sur l'obligation du gouvernement de protéger les citoyens et de l'accès à leurs données. Donc au jour d'aujourd'hui, la question de la protection des données, c'est aussi leur collecte, leur conservation, l'usage qu'on va en faire. Parce que derrière toutes ces avancées technologiques fulgurantes, quels sont les risques? On l'a vu, il y a des aspects nécessairement positifs de développement et de progrès technologiques, mais vous avez aussi quand même des zones rouges qu'il faut délimiter. Parce que derrière le mécanisme que je vous ai expliqué, vous avez tous les risques de discrimination exacerbés à grande échelle. Si vous avez une programmation et un robot d'intelligence artificielle qui procède de ce biais. Vous avez peut-être entendu parler de Tay, créé par Microsoft, qui en 24 heures était devenu nazi, par exemple. Donc, ça veut dire quoi? Je veux juste porter votre attention qu'il est important d'avoir conscience que l'intelligence artificielle est un outil. On veut se baser sur les résultats pour travailler mieux, aller plus vite, de façon plus performante, et considérer ces résultats pour nous-mêmes, faire notre analyse et prendre nos décisions. Cependant, la qualité des résultats que vous aurez va dépendre aussi de la qualité de vos données, de la programmation faite en amont. Et aujourd'hui, les débats qui agitent beaucoup les sphères politiques, doctrinales, mais des entreprises également, comment on la programme? Parce que si vous donnez des données biaisées d'entrée de jeu à votre programme,
vous allez avoir une IA qui va reproduire simplement les discriminations et les préjugés. Et vous avez des illustrations qui sont pléthoriques. Je vous ai parlé du robot, de l'application Tay tout à l'heure. Le robot est devenu nazi très très rapidement en espace de 24 heures. Vous avez aussi appliqué à la vie quotidienne, dans les recrutements par exemple. On parlait du droit du travail, du management. Beaucoup de recruteurs vont se dire, mais les logiciels d'intelligence artificielle vont nous aider à sélectionner les meilleurs CV, les meilleurs profils. Mais encore une fois, on peut se retrouver à reproduire des inégalités. Cela va dépendre de la programmation. Par exemple, imaginez, vous vous dites, je prends un programme, j'analyse les meilleurs profils de l'entreprise depuis 30 ans. Mais si vous reproduisez les mêmes biais, que les profils qui ressortent vont être en majorité des hommes blancs de plus de 50 ans qui sortent de telle école, ça veut dire quoi? Que la programmation va d'entrée de façon biaisée rejeter les CV de femmes, de personnes qui sont d'autres catégories ethniques. On a autant d'illustrations malheureusement qui peuvent prendre des applications quotidiennes et donc être un vrai sujet pour les personnes. En matière bancaire par exemple, pour l'obtention des prêts, si on veut analyser les dossiers d'emprunt, ça procède de la même façon. On a eu aussi des illustrations assez significatives dans les concours de beauté aux États-Unis. On s'est rendu compte que les applications écartaient systématiquement les personnes de couleur. Donc on peut se retrouver avec un risque accru pour les sociétés démocratiques de discrimination si on ne fait pas attention à la programmation des algorithmes qui vont traiter tous ces programmes d'intelligence artificielle. Et vous avez récemment des expérimentations très significatives. Vous avez des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology qui ont créé Norman. Norman, c'est une intelligence artificielle psychopathe. On la nourrit avec les pires images de crimes, de sang, tout ce qu'il peut voir de plus noir. Et ensuite, on a fait une comparaison entre Norman, l'IA psychopathe, et une intelligence artificielle normale. Et on leur a fait passer le test de Rorschach. Vous savez, ce sont ces taches, ces images sur le papier qui ressemblent un peu à des papillons, les différentes taches, et on leur a demandé à chacun ce qu'ils voyaient. Donc là où vous aviez une intelligence artificielle programmée normalement qui voyait, par exemple, plusieurs oiseaux sur une branche, et bien Norman, lui, il voyait un homme qui était en train de mourir électrocuté. Donc on voit déjà l'enjeu éthique qu'il peut y avoir derrière l'intelligence artificielle et sa programmation. Vous avez même de façon plus élaborée des programmes qui sont tellement avancés qu'il y a aussi des risques dont il faut avoir conscience pour pouvoir les anticiper également. Vous avez de telles technologies qui ont été affinées en matière de psychologie, d'études de comportement, d'études des émotions, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les robots peuvent détecter davantage des émotions. Vous avez d'ailleurs maintenant beaucoup de chatbots qui sont développés. Vous vous appelez, en fait, vous êtes sur une plateforme en ligne, vous ne savez pas, mais ce n'est plus vraiment une personne, c'est un robot qui comprend très bien et qui vous répond. Donc, vous avez avec ce développement exacerbé, un risque aussi, une manipulation c'est peut-être un peu fort, mais d'orientation. Il y a des techniques de psychologie qui ont été appliquées et programmées par les algorithmes, par des applications et des programmes qui vont peut-être rechercher à influencer l'humain, le consommateur, vers l'achat de tel ou tel produit. Vous avez tous remarqué que souvent vous allez au fil de vos surfs en ligne sur différentes pages et que vous avez ensuite des suggestions, des choses qu'on amène, des suggestions d'informations, de produits. Donc il faut aussi avoir une vigilance sur peut-être ce risque et ce glissement de ne pas voir exploiter les failles, la vulnérabilité de l'esprit humain avec cette finalité-là. Parce que vous avez désormais le virtuel, donc la suggestion, qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, qu'on peut avoir quand on est sur Internet en ligne. Vous pouvez avoir le virtuel, donc il y aura une incidence sur la vie réelle, puisqu'on va vous inciter à adopter tel ou tel comportement de consommation, de pensée, d'activité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des vraies questions éthiques qui se posent au niveau, à tout niveau, qui se posent au niveau international, qui se posent dans les entreprises. Et par rapport à tout ce qu'on évoquait jusqu'à présent, les biais, les risques de discrimination, je veux dire, beaucoup d'entreprises et des GAFA se sont sentis un peu obligés de donner une réponse, au moins formelle, par rapport à ça. Donc vous avez par exemple Google qui a dû adopter une charte éthique en prenant un certain nombre de principes et s'engager à avoir certains processus internes de contrôle. Après, est-ce que c'est de l'affichage vrai ou faux, on ne sait pas. En tout cas, vous avez notamment la déclaration de Montréal qui a été faite à l'initiative d'universitaires et de
et de chercheurs et de professeurs dont l'autorité n'était pas contestée en la matière et qui avaient déjà alerté sur ces points pour peut-être mettre en avant des principes nécessaires pour pouvoir avoir une IA éthique. Et ces principes, je vous les décline, je les partage avec vous. Et il s'agit donc d'avoir une forme aussi de responsabilité actuelle et pour les générations futures dans l'action humaine pour la programmation de nos futurs robots, pour la programmation des algorithmes. Donc je vous invite à partager et à lire ensuite sur le support qui vous sera adressé l'ensemble de ces principes. Mais au jour d'aujourd'hui, la réponse est notamment et doit être également éthique dans ce contexte. C'est fondamental parce que ce que l'on vient de dire a aussi des incidences sur les libertés individuelles. Là, on est peut-être un peu en marge de notre propos, mais ça concerne aussi notre propos. Puisque l'intelligence artificielle, elle est utilisée de quelle façon? Grosso modo, schématiquement, dans le monde, vous avez les États-Unis, on est sur des aspects de consumérisme, de consommation, de développement du commerce et de profit. Vous avez l'inverse, c'est la Chine où l'intelligence artificielle est au soutien de la surveillance et du contrôle. Et au milieu, l'enjeu de l'Europe, c'est peut-être trouver une troisième voie avec une intelligence artificielle qui soit un outil technologique majeur qui soutienne l'humain, les activités humaines, mais avec une éthique aussi et une protection des libertés fondamentales. Parce que vous avez déjà des applications en matière de police, d'usage des robots ou des programmes aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en France. Et on a vu déjà dans les pays anglo-saxons les dérives que l'on peut avoir quand l'IA est utilisée à des fins qui peuvent être biaisées. On peut se retrouver avec les mêmes préjugés et les mêmes ressorts discriminants qu'on évoquait tout à l'heure vis-à-vis de telle ou telle communauté. Du coup, vous auriez une intelligence artificielle qui va orienter la police systématiquement vers telle ou telle catégorie de population. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir aussi un risque d'aggravation, de stigmatisation sociale. C'est ce qu'on voudrait éviter. En Espagne, par exemple, la police a utilisé des programmes d'IA pour détecter les plaintes abusives, les fraudes. Ils ont passé au crible, avec l'aide de robots intelligents, différentes plaintes pour détecter les plaintes abusives, les fausses déclarations, sur la base de milliers de statistiques de plaintes précédentes qu'ils avaient. En France, parmi les expérimentations en gendarmerie, on a appliqué l'intelligence artificielle à pouvoir anticiper les cambriolages et les vols, par exemple, pour détecter les zones géographiques où il serait bon de faire davantage de patrouilles. Et les résultats sont probants. Mais les résultats sont tellement probants qu'il faut justement faire attention avec cette capacité de traitement massive et à grande échelle qui dépasse les capacités humaines, de voir quel usage on en fait. Et très récemment, et nous sommes dans l'actualité, c'est important aussi de le savoir, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision le 6 octobre dernier, donc il y a 2 jours, pour se prononcer sur la collecte massive des données de connexion Internet et téléphone. Donc, toutes les données qui permettent de tracer les connexions Internet ou téléphoniques avaient été appréhendées par les États qui souhaitaient les utiliser pour la police, pour les services d'enquête, de justice. Eh bien, cette collecte et cet usage massif a été interdit par la Cour de justice, qui a considéré qu'on ne pouvait pas accepter que massivement on collecte ce type de données personnelles qui constituerait une forme de surveillance de masse contraire à l'état de droit. Et là, on voit planer l'ombre de Big Brother. Et cette décision n'est pas étonnante. Elle fait écho au RGPD qui explique que l'usage des données personnelles doit être justifié avec un usage limité au strict nécessaire. Donc, bien sûr qu'on peut utiliser des données pour des enquêtes, pour la surveillance, pour prévenir le terrorisme. Il y a plein de motifs qui permettent cela, mais ça veut dire qu'il faut pouvoir le justifier. Parce que le risque, et la tentation totalitaire est un peu sous-jacente, le risque, c'est qu'on ne puisse pas comprendre, connaître les usages ensuite qui en sont faits. Donc ces questions de société, on va les retrouver encore pendant longtemps. Donc il est important qu'on pose la réflexion là-dessus. Et à côté, on parle souvent police-justice, même en matière de justice, et je suis bien placée pour avoir un avis sur la question. Est-ce que la justice prédictive, ce sera demain la justice des robots? Est-ce qu'on sera jugé par des robots juges? Qu'est-ce que c'est que l'outil prédictif? Au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal d'expérimentations pour qu'avec beaucoup de logiciels, de plateformes, de moteurs de recherche juridique, les avocats puissent
aller plus vite, les avocats, juristes, juges, assureurs, enfin tous les métiers du droit puissent travailler de façon plus précise avec des statistiques qui seraient faites. Ces outils sont censés être une aide à la décision et non pas l'inverse. Ça veut dire qu'on est censé avoir un outil pour pouvoir connaître un peu mieux les statistiques, la façon dont il y a eu des précédents et prendre une décision. Mais à terme, le risque, en tout cas, il faut garder à l'esprit que l'outil ne doit pas devenir la décision elle-même dans l'application du droit, dans l'acte de juger, dans l'œuvre de justice. Parce que quoi? L'intelligence artificielle, dans le domaine juridique, va travailler sur de la jurisprudence, des choses qui existent déjà, de la législation. Donc on travaille en quelque sorte sur du droit mort, sur du droit passé, sur des choses qui ont été. Or, le droit, c'est exactement l'inverse. Le droit, c'est une matière flexible qui va s'adapter à l'évolution de la société, aux activités humaines. Donc si vous êtes sur une base de données qui est figée, qui est le droit du passé, il n'y a plus de faculté d'innovation, d'adaptation et d'évolution. Donc il est important aussi que les professionnels du droit, nous ayons en tête que l'outil ne doit pas devenir la décision par facilité. Et pour petit clin d'œil, vous avez en Estonie des expérimentations du juge robot où des programmes d'intelligence artificielle pure et dure vont juger des litiges d'enjeux de moins de 7 000 €. Donc nous avons déjà dans certains pays le Rubicon qui a été franchi, je dirais, pour aller jusqu'à ce type d'expérimentation. Donc, ceci me donne une transition parfaite. Évolution du droit nécessaire? Oui, évidemment. Parce que la régulation, on l'a vu avec le RGPD, était nécessaire, presque déjà un peu tard, mais elle va devoir être accrue et affinée pour s'assurer d'une réelle protection des individus, des données, de la vie privée, un renforcement de la protection de l'identité numérique. Ça, ce sont des débats qui agitent beaucoup actuellement la Commission européenne. Il y a aussi un autre débat qui agite la Commission européenne, pouvoir avoir à terme pour les citoyens un droit à l'explication. Si vous avez un résultat qui a été obtenu par l'application d'un programme intelligence artificielle, pourquoi tel résultat? Par exemple, pourquoi je n'ai pas obtenu mon prêt? Pourquoi ce CV n'a pas été écarté? Pourquoi telle décision? C'est-à-dire le droit à une explication effective, de comprendre le cheminement, quelles sont les données, les paramètres qui ont abouti à une telle décision. Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas évident. Cette possibilité n'est pas évidente. Donc un des enjeux, ce sera le droit à l'explication. Pourquoi? Pour anticiper tous les biais discriminants et les dérives que l'on veut éviter et qu'on avait exposées auparavant. Mais également, l'enjeu dans l'ère numérique, en avançant avec ces nouvelles possibilités technologiques, c'est des questions nouvelles de droit. Certains se posent déjà avec le perfectionnement des robots et de l'IA, s'il faut envisager une responsabilité juridique des robots. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations pour les voitures autonomes. Il y a aussi quelques accidents. Donc, en termes de responsabilité, on s'est posé la question juriste, en cas d'accident d'une voiture autonome, mais qui est responsable? Le constructeur, le conducteur qui était dans la voiture, qui se faisait conduire, l'intelligence artificielle? Cela suscite évidemment beaucoup d'inquiétudes pour les assureurs également. Tous ces débats aboutissent aujourd'hui aussi à une question intéressante au niveau européen. Est-ce qu'on va à terme avoir un statut juridique du robot, une personne électronique? Il y a un débat pour ou contre une personnalité robotique, électronique. Certains parlent d'individu numérique, certains parlent de statut intermédiaire, mi-chose, mi-personne. Donc on peut être certain que le droit va évoluer au fur et à mesure que dans l'ère digitale, les sociétés vont progresser et s'approprier et normaliser la présence de robots, d'intelligence artificielle dans nos vies. J'en ai presque fini. Tels étaient les éléments que je voulais partager avec vous, en terminant peut-être sur 2 points pour vous laisser des éléments de réflexion. Humain contre intelligence artificielle, on peut se poser la question de ce qui est l'essence de l'humain en réalité. Au jour d'aujourd'hui, les technologies sont tellement avancées, c'est fulgurant, l'intelligence artificielle peut déjà comprendre ce qu'on lui dit, s'exprimer, répondre à des questions simples. Elle peut même détecter des émotions simples, les simuler, y répondre en temps réel. Ça veut dire qu'à terme, elle peut aussi influencer des émotions, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ce que l'IA ne peut pas encore aujourd'hui, peut-être dans 5 ans, 10 ans ou moins, c'est comprendre le sens, le langage de fond, c'est d'inventer son propre langage, c'est
c'est aussi au terme d'émotions d'avoir une vie intérieure, comprendre les émotions complexes, parce que l'humain, c'est quand même un peu plus subtil. Que je suis en colère, je suis triste, c'est un peu plus subtil que ça, la psychologie et l'aspect humain. Donc pour le moment, elle ne ressent pas, on n'a pas de conscience. Ce qu'elle ne peut pas encore, et ça c'est important, ce qui est de la faculté de l'humain et de sa survie, c'est s'adapter au contexte, donc la capacité d'adaptation. C'est également exécuter plusieurs tâches. Au jour d'aujourd'hui, l'IA est encore monotâche. Il n'y a que l'humain qui est capable de connexion croisée, de réflexion croisée, d'avoir un savoir un peu plus transversal et universel et de résoudre des tâches complexes. Je dis au jour d'aujourd'hui. Mon intervention peut être déjà datée dans le temps, certainement. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, il me semble que l'essence de l'humain tient encore à ces compétences intrinsèques que l'IA n'a pas encore conquises, à savoir, et cela est fondamental, notre sens critique, notre capacité d'analyse des situations complexes, l'universalité du savoir, avec cette pluridisciplinarité que l'on peut acquérir dans nos études de notre cursus, également l'intelligence émotionnelle et l'empathie, parce que la chaleur humaine, au jour d'aujourd'hui, ça reste quand même de l'ordre de nos vraies vies. Il y a aussi d'autres éléments qui tiennent de l'essence de l'humain, c'est notre conscience, comme on disait tout à l'heure, notre conscience, notre vie intérieure, c'est l'intuition, nos émotions, c'est le souvenir, c'est aussi les 5 sens, c'est également l'imprévisibilité de l'humain, mais aussi son esprit critique, on l'a déjà dit, mais c'est important, sa capacité d'adaptation, mais aussi de se projeter, donc d'avoir des projets, un désir, des envies, et ça c'est la source du développement et de l'innovation. Au jour d'aujourd'hui, cela reste encore le cœur de l'humain et c'est important. Voilà, j'en ai presque fini. Telles étaient les réflexions que je voulais partager avec vous. Je vous laisse réfléchir là-dessus en guise de conclusion. Certains pensent déjà, ceux qui sont très favorables et persuadés que l'on va vers un transhumanisme, que d'ici 2029, il n'y aura plus de gap entre l'intelligence artificielle et l'humain. Est-ce qu'on sera vers un humain augmenté? En tout cas, une chose est sûre, l'évolution de nos sociétés est inéluctable et c'est normal avec l'intelligence artificielle. Il ressort encore de la décision, de la volonté, de la décision de l'humain de savoir comment on va la programmer, comment on va utiliser ces outils fondamentaux. Et là, l'aspect éthique est important. Et moi, je terminerai sur ce propos ensuite qui tient d'une réflexion personnelle, mais il me semble que pour donner du sens à l'intelligence artificielle de nos sociétés humaines et préserver ce qui est de l'humain et ce qui est du robot, il est important à mon sens qu'il faille intégrer aussi ce qui est représentatif de nos sociétés pour penser l'éthique et la programmation de ces outils, associer juristes, sociologues, philosophes, psychologues, aux côtés des ingénieurs et des programmateurs. Alors, certainement, la technologie s'incarnera plus harmonieusement avec l'humain. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Je remercie encore BDO pour cette belle organisation et toute son équipe formidable qui, aujourd'hui, 2020, dans cette année très particulière, a choisi de rééditer l'édition de façon digitalisée et on le comprend. Merci de cette initiative et j'espère vous retrouver dans la vraie vie en présentiel l'année prochaine. Merci également à toute mon équipe au cabinet avec une mention spéciale à Héloïse. Bonne fin de congrès. Merci.